notion de colis suspect, et j'en passe, que ce soit le H1N1 ou le H5N1, il y a peut-être une dizaine d'années. Donc, lorsqu'arrivent des situations de la sorte, notre établissement se mobilise en sécurité civile. Ça, qu'est-ce que ça veut dire, se mobiliser en sécurité civile? C'est qu'on devient vraiment plus dans des fonctions de type top-down, c'est-à-dire que il y a différents volets qui sont mis en place pour répondre de façon très rapide à la situation, avec un lien direct avec la direction générale, où on ne fonctionne plus par un fonctionnement par direction, si je pourrais dire. Donc, c'est vraiment des experts dans chacun des domaines qui sont mobilisés pour pouvoir agir rapidement. J'ouvre une parenthèse, quand que je mentionne qu'on ne fonctionne plus par direction, il y a une exception, c'est la direction de la santé publique, parce que c'est une direction qui, en soi, est gouvernée par une loi qui lui appartient. Donc, on travaille en complémentarité, là, tout le monde ensemble, dans ces fonctions-là. Donc, grosso modo, c'est mon rôle depuis quelques années. Pour les bienfaits de la discussion aujourd'hui, okay? Quelques questions m'ont été soumises. Donc, premièrement, une question que beaucoup se posent, c'est est-ce que mon organisme peut ouvrir ses portes? Donc, par rapport à cette question-là, je vais vous avouer, c'est pas évident d'avoir l'information juste et précise. Donc, on a pris soin de faire quelques vérifications au niveau de la sécurité civile ministérielle là, en vue de la préparation de la rencontre d'aujourd'hui, parce qu'on entend souvent parler depuis les derniers jours du déconfinement de certains secteurs. Actuellement, il y a 3 secteurs qui sont visés par le déconfinement. Au niveau du milieu communautaire, qu'est-ce qu'on nous mentionne? C'est qu'il y a une liste d'activités, de services prioritaires qui, eux, ne font pas l'objet d'un plan de confinement ou de déconfinement. Donc, je vais vous lire la liste puis ça, on va pouvoir vous la transmettre par écrit, Christian, que tu le fasses suivre aussi aux participants. Donc, on va vous lire la liste des organismes visés. Donc, premièrement, il y a personnes, entreprises, organismes offrant des services aux aînés, aux personnes handicapées ainsi qu'aux personnes vulnérables. Donc, entre vous et moi, nommer ça de cette façon-là, ça ne vient pas porter aucun éclaircissement parce que, ne serait-ce que de parler que de personnes vulnérables, tout le monde, pratiquement, peut s'inclure dans cette catégorie-là. L'autre catégorie, c'est les ressources spécialisées pour des clientèles vulnérables et leurs proches, dont les suivantes. Violence conjugale, itinérance, cancer, ressources offrant de l'hébergement en dépendance, soins palliatifs, fin de vie, personnes démunies, personnes en situation d'immigration, aînés, santé mentale, mère-enfant, prénataux, postnataux, jeunes en difficulté et leurs familles, personnes ayant une déficience intellectuelle, physique ou un trouble du spectre de l'autisme, victimes d'actes criminels. Donc, encore une fois, après avoir énuméré toute cette liste-là, on embrasse pratiquement l'ensemble du milieu communautaire. Donc, ici, là, qu'est-ce qui est important de se rappeler? C'est que ces organismes-là ne sont pas visés par le confinement ou un plan de déconfinement. Ce qui est inscrit au niveau du ministère, c'est que ces organisations-là peuvent, OK, je dis peuvent, non pas doivent, mais peuvent continuer d'opérer s'ils respectent certaines règles d'hygiène et de distanciation sociale qu'on va vous présenter un petit peu plus tard avec ma collègue Isabelle Sanson. Donc, si on traduit ça en d'autres termes, OK, les organismes communautaires n'ont pas l'obligation d'avoir leur lieu physique ouvert. Et même, je vous dirais que dans la plupart des cas, c'est très recommandé de ne pas les maintenir ouverts. Les milieux de vie, mis à part pour les organismes communautaires d'hébergement, okay, que ce soit en itinérance ou que ce soit pour les centres d'hébergement de femmes victimes de violences conjugales et leurs enfants. Donc, ces ressources-là, eux, peuvent clairement demeurer en opération avec leur lieu physique qui continue d'être accessible pour les personnes qui les fréquentent.
Pour les autres organismes, ils peuvent demeurer en opération, mais ils ont l'obligation de respecter les différentes règles d'hygiène et de distanciation sociale. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'un organisme peut continuer d'opérer, mais d'une façon différente. OK? Si après analyse du conseil d'administration, puis d'avoir réfléchi toute la situation, il est convenu qu'il y a certains services ou certaines activités qui peuvent être réactivées sans compromettre la sécurité des usagers et du personnel. Les organismes communautaires peuvent continuer d'opérer. Donc, à ce niveau-là, comment je peux bien dire ça, la notion de télétravail est toujours à privilégier. Il y a aussi des éléments là, à considérer comme le fait que pour les organismes communautaires qui veulent modifier ou adapter leur offre de services ou les activités qu'ils offrent, ça ne leur empêche pas de les offrir, mais d'une façon différente qui ne viendrait pas mettre à risque leur personnel. Donc, encore une fois, là, je me répète, il n'y a pas d'obligation par rapport à la liste que je viens de nommer, mais il y a une permission, il y a une possibilité de le faire si on respecte les différentes règles. Donc, ça, c'était pour le premier volet. Est-ce que mon organisme peut ouvrir ses portes? Est-ce que, Christian, tu voulais qu'on y aille avec toute la présentation et à la fin, on y va avec les questions ou déjà on y va sujet par sujet avec les questions? Le plus simple, ce serait, Charles, que tu puisses présenter l'ensemble des topos pour qu'ensuite les gens puissent réagir. Bon, parfait. Donc, les autres éléments que je voulais discuter avec vous, OK, c'est par rapport aux équipements de protection individuelle. OK, parce que ouverture, opération d'un organisme rime avec les équipements de protection individuelle. On entend beaucoup parler de masques de procédure ou de masques N95, etc., etc. Donc, juste pour que vous compreniez la façon dont on fonctionne au niveau de l'établissement avec les consignes ministérielles qu'on a, on a un plan d'approvisionnement qui est dicté par le ministère, à savoir quels sont les différents secteurs à l'interne et quels sont les différents partenaires qui doivent être priorisés au niveau des équipements de protection individuelle. Parce que, bien sûr, là, on le voit, là, il y a un jeu de comparaison là, d'une région à l'autre. Il y en a qui sont capables, comment je peux dire ça, d'en fournir à certains organismes communautaires. Il y a des régions qui ne sont pas capables d'en fournir parce qu'il en manque déjà à l'interne pour des secteurs très critiques. Donc, je vais faire un topo de toute cette situation-là pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, premièrement, là, avant de parler de la mécanique au niveau des équipements de protection individuelle, il faut se rappeler que les équipements de protection individuelle, puis Isabelle, peut-être je t'inviterai là, tout à l'heure là, à venir préciser des éléments là, à ce niveau-là, mais les équipements de protection individuelle, il y a un contexte très précis pour les utiliser. Donc, pour utiliser les équipements de protection individuelle, on entend souvent parler de la règle du 2 mètres, OK? C'est-à-dire de la distanciation sociale, qu'un équipement de protection individuelle va être requis, voire nécessaire, si on a à intervenir auprès d'usagers dans un rayon de moins de 2 mètres. Mais un autre élément qui est important de souligner, qui lui peut-être a été un petit peu moins véhiculé là, au plan médiatique, c'est que l'équipement de protection individuelle, si on prend par exemple un masque de procédure, donc ces équipements-là, ils sont requis si on est dans une distanciation sociale de moins de 2 mètres pendant une période minimale de 15 minutes avec le même usager. Donc, il y a un élément de continuité là, au niveau de la durée de l'exposition du contact avec l'usager qu'il faut tenir en considération. Donc, nous, avec tous ces éléments-là, on a un plan de contingence qui a été mis en place pour les différents partenaires du réseau de la santé.
Donc, juste pour votre gouverne, OK, pour que vous sachiez c'est quels sont les partenaires qui sont approvisionnés par le réseau de la santé. On a bien sûr les résidences privées pour personnes âgées, les maisons de soins palliatifs, les ressources intermédiaires, des ressources d'hébergement en dépendance et certains organismes communautaires jugés prioritaires selon la liste des services prioritaires. Qu'est-ce qui est important de nommer ici, là, c'est que ces partenaires-là ont été identifiés non pas par rapport à leurs besoins ou pour protéger leur personnel ou les usagers, mais vraiment plus en fonction, comment je peux bien dire ça, de la sévérité des cas ou de la dangerosité rattachée à la clientèle que ces organisations-là desservent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que tout le monde comprenne très bien qu'en résidence privée pour personnes âgées et les maisons de soins palliatifs, le système immunitaire de ces personnes-là est beaucoup plus affaibli que dans d'autres types d'organisations et de milieux. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu une priorisation qui a été faite à ce niveau-là. Dans un monde idéal où on aurait un inventaire suffisant pour desservir l'ensemble des partenaires, ça ferait le plus grand plaisir au monde de fournir tout le monde. Mais avec les inventaires très serrés qu'on doit faire, on doit malheureusement mettre en place un plan de contingence là, pour préserver, si je pourrais dire, les milieux qui prioritairement interviennent auprès justement des clientèles vulnérables de type COVID-19 là, dans les définitions de ces termes-là. Donc, nous, les secteurs qui sont visés par la fourniture des équipements de protection individuelle, je vous dirais dans un premier temps, c'est les masques de procédure qui sont fournis. Si après une gestion de crise ou après certains tests qui sont faits, on se rend compte qu'il y a une éclosion ou qu'il y a des mesures particulières à mettre en place après un travail de collaboration avec des médecins conseils en santé publique, il y a des interventions à faire dans un milieu précis. Là, il pourrait y avoir des équipements de protection individuelle supplémentaires qui soient livrés dans le milieu pour pouvoir gérer la situation. On parle souvent ici de Virox, on parle de gants, on parle de gel, on peut parler de jaquettes, on peut parler de protection oculaire. Mais je vous dirais que dans le milieu communautaire, ça va être des situations très, très, très exceptionnelles qui est jusqu'à maintenant, là, ici, on touche du bois, on n'a pas eu à composer avec cette situation-là. Mais dans d'autres milieux, comme résidences privées pour personnes âgées, maisons de soins palliatifs, ressources intermédiaires, on a dû déployer des équipements de protection individuelle à ces partenaires-là. Donc, nous, en lien avec notre plan de contingence, en lien avec les différents éléments qu'on vient de nommer là, c'est nous qui interpellons directement les organismes communautaires visés par le plan de contingence, quand que là, au niveau des inventaires, on est en mesure de pouvoir desservir ces différents organismes-là. Je vous dirais, on est passé de priorité 1 à priorité 3. Notre priorité 1 étant initialement les organismes en hébergement. Priorité 2, les organismes qui soutiennent les usagers en soins palliatifs et clientèle itinérante. Et la priorité 3, qu'on vient tout juste d'ouvrir compte tenu que les stocks ils sont un petit peu plus acceptables. Donc, tout ce qui est soutien à domicile, dépannage alimentaire et les organismes qui agissent auprès de clientèle immunosupprimée, là, que leur système immunitaire serait plus faible. Donc, c'est ça qu'on peut actuellement mettre en place. Puis au fur et à mesure que les stocks vont augmenter, bien sûr, la liste des organismes concernés va elle aussi s'ajuster. Et ça, je vous dirais qu'on le revise 2 fois par semaine, l'approvisionnement des différents partenaires. Donc, moi, je te dirais, Christian, ça fait grosso modo là, le tour des éléments là, que je voulais apporter pour fin de discussion.
Merci beaucoup, Charles. C'était très complet. Est-ce qu'il y en a qui auraient envie d'intervenir sur la présentation de Charles ou si la présentation était à votre satisfaction par rapport aux questions que vous aviez? Moi, j'ai posé une question dans le chat. Oui, Mylène, veux-tu nous envoyer ça, Mylène Bielvin? Oui, en fait, là, on a deux questions. On en a une première de Marie-André qui demande si ce serait possible d'avoir une personne spécialisée en prévention sanitaire de venir à leur RHD pour valider les mesures qu'ils ont mis en place ou sinon s'il y a possibilité de leur faire une référence. Ben, c'est une excellente question. Là, je comprends que c'est une ressource d'hébergement en dépendance. Donc, moi, je vous dirais d'adresser la demande directement au gestionnaire responsable de la RHD. Dans ce cas-ci, c'est le gestionnaire Pierre Noël au niveau de la direction santé mentale dépendance. Et oui, là, quand il y a des éclosions là, à gérer dans des milieux, il peut y avoir des déplacements qui soient faits sur le terrain. Mais malheureusement, là, à l'heure actuelle, on ne peut pas faire des visites préventives dans chacun des milieux pour donner des conseils et des recommandations, mis à part toutes les directives qui sont transmises là, pratiquement de façon hebdomadaire à chacun des milieux. Donc, on reçoit des consignes très précises qui découlent tant de l'INSPQ ou de groupes d'experts ministériels qui peuvent viser certaines pratiques ou certaines bonnes pratiques à mettre en place dépendamment des différents milieux. Et ça, on les transmet. On est conscient, par contre, qu'au niveau des ressources d'hébergement en dépendance, on l'a rappelé justement hier au niveau du ministère, il y a malheureusement trop peu d'informations qui a été produite par l'INSPQ et le ministère de la Santé pour ces milieux-là. Donc, je vous dirais, référez-vous à Pierre Noël, puis on va voir de quelle manière on va pouvoir vous soutenir. Merci. On a une autre question de José Boily qui demande si on est dans une pièce fermée et qu'on a installé un plexiglas, est-ce que c'est dangereux de faire une rencontre avec un client qui dure 1 heure? Malheureusement, je ne pourrais pas aller dans des questions aussi techniques que ça parce que ça serait vraiment des spécialistes en prévention, contrôle des infections. Il y a tellement d'éléments de considération à évaluer, là, notamment l'aération du milieu, etc., qu'on ne voudrait pas mettre les gens là, sur une mauvaise voie. Là. D'accord. Mercedes demande si c'est possible d'avoir 1 ou 2 exemples de personnes qui ont une immunosupprimée ou des organismes là, qui travaillent avec ces personnes. Donc, si c'est possible de préciser pour Mercedes. Ben, je vous dirais qu'au niveau des organismes, on peut penser à la Rose des Vents, on peut penser au Centre de soutien alternatif de l'Estrie. Donc, souvent, le terme immunosupprimé, c'est beaucoup des gens qui ont à composer avec le cancer ou qui ont dû composer avec un épisode de cancer dans leur vie. Et Dr Sanson là, pourra mettre son grain de sel par rapport à cet élément-là plus tard. Merci. Marie-Anita avait une question. Je crois qu'on va la garder par contre là, pour la présentation du Rock de l'Estrie. Il y a une question de mon Chac qui voudrait savoir, ils nous disent qu'ils ont été contactés par le CIUS pour leurs besoins de matériel de protection. Il y a une date qui est prévue ils veulent savoir s'il y a une date qui est prévue là, pour l'obtention du matériel. Oui, tout à fait. Ben, dans le fond, là, il y a toute une grosse équipe là, qui travaille là, au niveau de la logistique de ça. Il y a des dates là, différentes là, par organisme, dépendamment d'où ce qui est situé sur le territoire, puis la priorité là, d'approvisionnement. Donc, je pourrais demander là, à la gestionnaire qui entre en contact avec l'organisme sans problème. Là. Donc, c'est mon Chac, hein, c'est ça? Oui. Parfait. On a Sonia de l'Appui qui dit est-ce que le pays normé est prioritaire à une confection de masques ou couvre-visage à la maison? Ben, je ris, mais c'est une excellente question.
On va tenir la semaine prochaine là, comment je pourrais dire ça, une rencontre à l'interne là, avec des représentants de la santé publique, prévention, contrôle des infections, pour voir quelles recommandations qui peuvent être émises à ce niveau-là. Mais personnellement, là, j'irai pas plus loin là, par rapport à ça, là, parce qu'on ne voudrait pas donner un faux sentiment de sécurité non plus. Mais de l'autre côté, on peut comprendre que c'est mieux ça que de rien du tout. Et souvent, le masque de protection, le couvre-visage, si je pourrais dire, là, personnel qui est confectionné, ça peut être une bonne alternative pour, des fois, on peut être porteur, OK, de la COVID et ça l'évite qu'on contamine, son environnement. Mais ça l'évite, ça ne vient pas protéger à 100%. Donc, souvent, ça peut être mieux cette mesure-là que rien du tout. Mais je vais laisser Dr Sanson compléter tout à l'heure par rapport à cet élément-là. Parfait. Je vais revenir avec la question quand même de Marianita de Concertation Famestrie. Peut-être qu'il y a un son de cloche du côté de la santé publique. C'est quoi les droits des personnes travailleuses quant au refus de travailler si les conditions sanitaires ne sont pas suffisantes dans un milieu? Je vais vous référer à la CNESST par rapport à ça, parce que je vous dirais que chaque cas est analysé et c'est la CNESST qui est l'interlocuteur par rapport à ça. Merci. Et advenant qu'il y ait un cas de COVID dans une équipe de travail, est-ce que l'équipe qui a été présente là, sur les lieux doit faire 2 semaines d'isolement? Ça, lorsqu'il y a quelqu'un qui est testé positif là, à la COVID, il y a tout un processus là, d'enquête, de suivi des cas contacts qui sont faits et on n'est pas capable de répondre d'emblée à cette question-là parce que ça va dépendre de plusieurs facteurs, c'est-à-dire la durée du contact avec la personne qui est positive, dans quelles conditions ça l'était, dans quel milieu c'était. Donc, il y a vraiment beaucoup d'éléments là, de considération là, à vérifier par rapport à ça. Là. Est-ce qu'il y a un endroit ou une personne à qui une organisation pourrait référer s'il y avait ce type de situation? Dans le fond, on pourrait avoir des conseils par rapport à quelqu'un qui teste positif. Dans un milieu de travail, là, la conduite à tenir s'il y a quelqu'un qui est testé positif dans un milieu de travail. Oui, on va... qui touchent la santé publique, là. Oui, exact. Je vais te laisser répondre, Isabelle, tout à l'heure à ça. Là. Parfait. Donc, Mylène, tu avais un bon feeling de garder la question pour plus tard. Là. Hein? Puis là, je veux pas, je regarde le temps filer, là, je vais prendre, je lis les questions dans le chat, là, puis je vois lesquelles pourraient s'adresser, mais il y a plusieurs messages là, qui circulent au niveau des couvre-visages. Est-ce que ça peut être utile aux citoyens et citoyennes pour se protéger? Bien, je vais aussi laisser la parole à Dr Sanson parce que, mis à part ce que je viens de nommer, je n'irai pas plus loin. Mylène, qu'on est rendu là. Oui, je pense que les questions là, qui arrivent sont peut-être plus ciblées santé publique ou par la suite là, pour la présentation du ROC. Voilà. Alors, merci beaucoup, Charles, pour ta présentation, encore une fois, très claire et très éclairante, évidemment, puisqu'elle était claire. Alors, ça fait plaisir. Oui, bien, merci vraiment. On va donc justement passer la parole à Mme Sanson, donc Isabelle Sanson, spécialiste de santé publique et en médecine préventive. Donc, Isabelle, je te laisserai y aller avec une présentation, puis ensuite de ça, ben, on pourra revenir avec une période de questions. Oui, bonjour. Écoutez, moi, je ne suis pas sûre que je vais pouvoir répondre à toutes vos questions parce qu'on a quand même un laps de temps assez limité, puis je suis malheureusement bookée. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de questions qui semblent... J'ai pas regardé le chat, là, mais c'est des micro-questions. Moi, je vais devoir vous amener plus en macro, là. La santé publique... excusez. La santé publique, notre rôle dans tout ça, c'est que... attendez-moi une seconde. La santé publique, là-dedans, l'enjeu, c'est que on veut vous baliser un peu notre rôle, surtout. Charles a bien dit là, que ce qui touche, avez-vous le droit d'être ouvert ou pas? C'est
probablement que vous pouvez être ouvert, puis c'est une question de conseil d'administration. Maintenant, si vous ouvrez, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est un petit peu ça qu'on m'avait demandé de regarder. Et puis, il faut comprendre que tout dépend de votre milieu spécifique. Mais en général, si c'est possible, je ne vous apprendrai rien, mais si c'est possible d'éviter le travail en personne, vous pouvez soutenir, remplir vos missions à distance, c'est sûr que c'est l'idéal. Quand il faut se retrouver en personne, les grandes lignes à retenir, c'est qu'il faut éviter les expositions des personnes à risque. Donc là, on a parlé de personnes plus âgées. Des fois, on entend 70 ans, des fois, on entend 60 ans, des fois, on entend 65 ans. Mais enfin, plus la personne est âgée, plus elle est à risque, surtout si elle a des maladies chroniques. Tantôt, j'ai entendu des personnes immunosupprimées. Il faut comprendre que répondre à tous ces critères-là en conférence téléphonique, là, ça ne se passera pas. Mais il y a plusieurs critères. Ce n'est pas juste la présence d'une immunosuppression. Si tu es immunosupprimé et mal contrôlé, ou si tu es une maladie chronique, une maladie chronique mal contrôlée. Puis là, on rentre vraiment dans du cas par après. Et puis, il y a des directives là, pour les travailleurs à ce niveau-là, mais aussi, elles s'appliquent à la population qui consulterait. Fait que ça, c'est vraiment du cas par cas, puis c'est une zone un peu plus complexe. Mais ce qu'il faut faire, c'est viser que s'il y a des besoins de main-d'œuvre, puis de tenir les organismes ouverts, il faut essayer de faire en sorte que ce soit la clientèle la plus saine possible là, qui puisse consulter sur un plan de santé physique. Alors, l'autre chose qu'il faut avoir en tête, donc, c'est essayer d'éviter l'exposition de certaines clientèles, la personne à personne avec des clientèles à risque. L'autre, c'est aussi que comme il y a des enjeux de main-d'œuvre, vu qu'il y a des personnes à la maison, personnes en télétravail, personnes à risque, souvent les organismes ont moins de main-d'œuvre disponible. Donc, il faut éviter du roulement de main-d'œuvre d'un organisme à l'autre. Alors, si vous avez des missions semblables, puis vous avez plusieurs organisations qui ont un manque de main-d'œuvre, l'idée, ce serait de se regrouper avant d'ouvrir, de regrouper nos forces vives, puis avoir des plans de contingence de main-d'œuvre pour éviter que la main-d'œuvre se promène. Donc, on veut éviter d'exposer les gens, la main-d'œuvre et la clientèle vulnérable, puis on veut essayer d'éviter que la main-d'œuvre se promène trop d'un endroit à l'autre. Ça, c'est les grands principes si le télétravail ne peut pas être rencontré. Après ça, la routine là, que toutes les organisations doivent regarder, c'est qu'il faut qu'il y ait un aspect triage pour pas que les gens symptomatiques, que ce soit clientèle ou main-d'œuvre, entrent dans l'organisation. Après ça, quand on organise nos endroits, il faut respecter la distanciation. Si la distanciation, elle ne peut pas être respectée, donc là, on peut ériger des barrières. Souvent, on va voir les plexiglas. Là, s'il y a un bon plexiglas, la bébite ne peut pas passer là, à travers le plexiglas. Donc, si le 2 mètres ne peut pas être respecté, il y a des méthodes de barrières qui peuvent être mises en place qui viennent pallier. Puis ensuite de ça, ça, c'est toujours priorisé sur tout port de masque. Le port de masque, c'est une barrière. Le couvre-visage, c'est une barrière. C'est toute barrière, si on sait la mettre et l'enlever, c'est un atout. Mais l'idée, c'est vraiment la priorité dans les hiérarchies, là, c'est distanciation, sinon barrière physique dure de type plexiglas. Sinon, eh bien, là, on peut parler d'un équipement de protection individuelle, mais comme Charles a dit, quand on rentre dans l'équipement de protection individuelle, il faut vraiment être capable de justifier que c'est absolument nécessaire. Puis là, il y a des enjeux d'approvisionnement. C'est toujours le plan A, c'est télétravail. Plan B, c'est en personne, en essayant de faire en sorte qu'il n'y ait pas de mouvement des individus puis qu'il n'y ait pas de contact avec les personnes vulnérables sur le plan de leur santé. Je ne parle pas sur le plan mental ou sur le plan d'une vulnérabilité sociale. Les gens, puis ensuite, c'est diriger la distanciation sociale, les 2 mètres, sinon une barrière. Non, je travaille, s'il vous plaît. Je suis malheureusement chez nous, ce qui est rare, mais là, j'ai été obligée ce matin. Non, c'est pas le temps. Vous attendez. Attendez une petite seconde. Richard? Excusez, je suis très rarement chez moi, mais mon conjoint avait des engagements ce matin, donc je suis obligée de pallier. Après ça, après qu'on est rentré dans la dimension
on est sur le milieu de travail, on optimise la distanciation. Un autre enjeu qui émerge souvent, c'est les objets. Le virus, il est surtout transmis de personne à personne, mais il peut se transmettre via les objets. Donc là, il faut éviter toute passation d'objets. Il faut pouvoir laver les objets qui se sont passés. Et puis, vient avec ça aussi des protocoles de nettoyage. On doit nettoyer certaines surfaces très, très fréquemment parce que c'est des surfaces qu'on appelle high touch. On met souvent les mains dessus. Certains objets, on doit les nettoyer fréquemment parce qu'on les touche beaucoup. Et d'autres, ben, on doit faire un lavage tous les jours. Puis là, on rentre dans des questions sur qu'est-ce que je peux utiliser pour le lavage des objets. Et toujours, à travers tout ça, il y a lavage des mains avant, lavage des mains après. Lavage des mains avant de rencontrer quelqu'un, après de rencontrer quelqu'un. Lavage des mains avant de toucher les affaires, après avoir touché les affaires. Fait qu'on se lave les mains constamment quand on n'est pas en télétravail. Fait que ça, c'est le monde de la prévention. Puis le rôle de la santé publique là-dedans, c'est que, bon, sur le site de l'Institut national de santé publique, il y a plein de protocoles, mais ils sont tous dans les principes que je vous ai dit. On l'évite, sinon il faut faire le triage, sinon il faut faire la distanciation, sinon il faut mettre de la barrière, puis après ça, il y a toutes sortes d'enjeux de nettoyage de nos mains, des objets, etc. C'est toujours la même recette qui revient, mais dépendant des procédés principaux dans vos organismes, il y a des balises sur le site de l'Institut national de santé publique. Si vous faites COVID, l'Institut national de santé publique, il va y avoir des onglets, puis il y en a un qui est... c'est surtout au niveau de l'onglet travailleurs où c'est qu'il y a plein de balises. Alors, si vous avez surtout des procédés administratifs, c'est une chose. Si vous avez surtout en contact avec des personnes, c'est un autre type de balise. Mais ça revient toujours un peu à la même recette que je vous ai dit. Et puis, probablement, vous n'allez pas vous reconnaître dans... Plusieurs organismes ne se reconnaîtront pas spécifiquement dans certaines de ces lignes-là. Fait que l'idée, c'est de vous faire confiance, appliquer les principes que je vous ai dit, appliquer les principes sociétaux, dans le fond, dans votre milieu de travail, si vous devez être ouvert puis voir de la clientèle. Et puis là, ce qui arrive, c'est que si vous tombez dans des zones grises, c'est là que vous allez devoir adresser vos questions à la santé publique pour vous aider dans ces zones grises. La santé publique, pour l'instant, est en train de définir notre offre de service, puis on ne veut pas être en approbation, en inspection ou en approbation de tout ce qui se passe. C'est impossible. Toute la société change. Vous êtes des organismes communautaires, tous les milieux doivent changer. La santé publique ne peut pas faire cette offre de service-là spécifique, d'approuver tous les protocoles puis toutes les affaires de chaque organisation. On ne peut pas. Alors, c'est d'aller vous informer, de lire les grands principes, puis là, nous, on va vous donner on va vous faire parvenir des liens pour nous poser des questions plus spécifiques quand on tombe dans des zones grises. Ça va vraiment plus être là notre offre de service au niveau préventif. On est en train de regarder, est-ce qu'on fait un bloc de questions-réponses? C'est quoi la modalité technologique qui serait la plus soutenante? Parce qu'en même temps, de recevoir plein de courriels de plein de monde dans plein de boîtes, et on va en échapper. Puis on ne veut pas faire en sorte que, mettons, vous m'envoyez un courriel à moi, puis quelqu'un d'autre avec la même question envoie un courriel à une personne Y. Puis là, bien, les deux, on travaille ces mêmes réponses. Fait qu'on est en train d'essayer de trouver des modalités parce qu'on a beaucoup de questions. En parallèle avec vous soutenir dans la prévention, la santé publique doit aussi vous soutenir face à s'il y a quelqu'un de malade et puis s'il y a un cas dans votre milieu. Donc, rapidement, ce qui se passe, c'est que pour les groupes où il y a des enjeux d'hébergement ou de soins, probablement qu'on va vouloir que vous nous signaliez très tôt si vous pensez qu'il y a quelqu'un de malade, que vous dites appeler la ligne COVID, etc., pour qu'on soit mis sous tension plus tôt que plus tard, des lieux où il y a de l'hébergement, du répit, etc. Pour les autres types de lieux où c'est vraiment externe, un peu comme un magasin où il y a des gens qui rentrent, qui ne restent pas trop longtemps, on respecte la distanciation, puis ils ressortent. Puis dans le fond, ce qui se passe, c'est un échange d'humains, mais à 2 mètres de distance ou avec des barrières importantes. Advenant que vous constatez quelqu'un malade, vous ne devriez pas le faire rentrer. Mais admettons que vous apprenez par après, « Ah, mais finalement, il est malade, il y a le COVID. » 2 jours plus tard, tu dis, « Est-ce que j'ai été exposé? » Bien, si vous avez respecté le 2 mètres, vous n'avez pas été exposé, même si vous avez vu un malade à 2-3 mètres de vous, là, puis vous ne toussez pas dessus, puis rien de ça, vous n'avez pas été exposé. Mais c'est là qu'on tombe dans l'enquête de santé publique. Là, l'enquête de santé publique va poser des questions à la personne, va regarder la période de contagiosité, et puis là, ça se peut qu'on interpelle le milieu pour voir s'il y a potentiellement des contacts qui seraient à risque dans vos milieux de travail.
c'est la santé publique qui va aller vers vous dans ce cas-là, suite à la réception d'un cas de COVID positif et suite à notre enquête de santé publique. Mais dans les lieux d'hébergement, on va essayer probablement de mettre en place un système de signalement pour être un petit peu plus rapide sa cachette, pour vous aider, pour être sûr que ce 24 heures-là où il y a un doute, ben, ça ne soit pas un 24 heures qui puisse mettre qui que ce soit en danger dans des milieux plus complexes qui ont des dimensions d'hébergement. Puis, en gros, je regarde les questions que vous avez posées, si je ne peux pas en répondre à quelques-unes, vu que je l'ai entendu. Bon, les enjeux de ressources humaines, c'est complexe, ça c'est clair. La santé publique ne rentre pas trop dans le cas par cas. Je pense que la référence de Charles, là, de la CNESST, est essentielle parce que est-ce qu'on peut refuser? Pas nécessairement. Ça dépend de quel type de travail qu'on a puis de quel type de circonstances nous entourent. Mais c'est sûr que si le milieu n'est pas capable d'assurer une sécurité à son travailleur, le travailleur, en théorie, peut refuser. Mais je veux dire, on se fait poser des questions. J'aimerais mieux être en télétravail, mon employeur me force d'aller au travail et je peux-tu refuser? On ne rentre pas là-dedans. C'est des RH, c'est des ressources humaines pures. Puis s'il y a un enjeu par après, la santé publique est vraiment en 2e ou 3e ligne à ce niveau-là. On ne rentre pas là-dedans. On est vraiment plus dans vous soutenir dans les mesures préventives, mais vous dire, vous êtes capable, vous connaissez les mesures sociétales, vous êtes capable d'en faire un grand bout, puis nous, on va être plus là pour les zones grises. Puis on est là aussi dans notre mandat de protection s'il y a un cas COVID positif, voir si votre milieu est touché et vous soutenir dans ça. C'est les grandes lignes, c'est vraiment général. Là. Je ne sais pas si ça répond à ce que vous vouliez de moi. À ce stade-ci, je vous laisserai animer les questions ou me poser d'autres questions si ça ne répond pas. Bien, on va partir avec ça, effectivement. Oui, Mme Sanson, oui. Juste vous dire que notre offre de service, là, on a une rencontre cet après-midi, on est à labelliser, là, fait que quand on va l'avoir écrite puis plus claire, comme où nous appeler, comment nous appeler, c'est clair qu'on vous la fait circuler, mais elle n'existe pas encore. Là. Bien, c'était effectivement l'essentiel du questionnement. On a dans le chat là, beaucoup de questions qui peuvent être très différentes d'une organisation à l'autre. Donc, c'est vraiment du situationnel, là, tu sais. Et donc, l'offre de service en tant que telle pour être capable de répondre à ces questions-là qui concernent chacun des organismes plus spécifiquement. Donc, je comprends qu'une rencontre cet après-midi pour organiser ça. Puis, l'objectif, est-ce que vous avez quand même un échéancier prévu, exemple, une mise en disponibilité dès la semaine prochaine ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui est vu dans le miroir, là? Okay. Bien, la santé publique, on n'est pas une très grosse équipe, donc on va toujours prioriser notre mandat de protection là, quand il y a des cas COVID et tout ça. En deuxième lieu, notre deuxième plure de priorité, c'est les milieux qui ouvrent incessamment. Donc, je vous dirais qu'on est très occupé en ce moment avec les milieux scolaires, les milieux de garde. On n'est pas capable, qui trop embrasse mal étreint, si je peux me permettre de dire. Alors, nous, il faut y aller de façon progressive. On ne peut pas répondre à tout. C'est ça qu'on va baliser, puis je pense que vous allez pouvoir avoir une offre de service au plus tard lundi. Mais tu sais, l'offre de service, on va toujours vous dire, avez-vous lu telle et telle affaire avant? Puis je vous encourage vraiment, toute la société est en transformation, fait que je pense que tout le monde a une responsabilité de s'informer. Vous gérez des organismes, vous êtes capable d'aller voir sur le site de l'Institut national de la santé publique les protocoles qui s'apparentent à votre travail. Vous êtes capable aussi de vous parler entre vous, entre régions. Souvent, les gens sont en réseau d'organisation. Vous connaissez votre milieu de travail plus que nous. On connaît votre milieu, vos réalités. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme plan A, comme plan B, comme plan C? Il faut que les gens travaillent entre eux puis se consultent entre eux, généralement, avant de lancer leurs questions trop vite à la santé publique. Je vous le dis, pas parce que j'ai peur du travail, mais parce qu'on ne fournira pas. Fait que là, je ne sais pas, je n'ai même pas regardé le chat parce que je me concentre sur le visuel, puis vous regardez, M. Christian, mais il va falloir essayer de trouver vos réponses d'abord, parce que sinon, vous allez être frustrés, on ne sera pas capable de fournir. Si je peux me permettre un complément, Isabelle, c'est Charles. Sur le site du CIUS, le Santé Estrie, on a développé une section pour les partenaires. Et dans cette section-là, il y a aussi beaucoup d'extraits ou d'éléments qui sont extirpés là, de différents sites, dont l'INSPQ,
dont les directives qu'on reçoit de la sécurité civile ministérielle, qu'on consigne aussi à cet endroit-là. Donc, c'est une seconde source d'information aussi qui pourrait vous inspirer parce que l'enjeu qu'on avait aussi au tout début, dans les premières semaines, c'était les multiples mises à jour des différentes recommandations. Alors que sur le site de l'INSPQ et sur notre site, là, on s'assure là, que ça soit mis à jour à ces différents endroits-là. Là. Merci, Charles. Donc, il y aurait peut-être une question, Mylène, d'intérêt plus général? Oui, Kathleen qui nous dit que l'offre de services à l'établissement des Sœurs de la Sainte Famille est non disponible s'il y a un cas d'éclosion en ressources d'hébergement de moins de 18 ans. C'est quoi l'alternative qui est prévue pour les jeunes? Moi, je ne suis pas dans de l'organisation de services d'hébergement ou de lieux. Peut-être que Charles pourrait répondre à cette question-là. Moi, je suis vraiment plus dans de la prévention, contrôle des infections, idéalement prévenir, sinon contrôler en cas d'éclosion, mais pas dans l'organisation des services. Oui, au niveau des centres de confinement, puis je crois comprendre que ça doit provenir de Kathleen McFarland, la question. Là. Au niveau des centres de confinement jeunesse, il y a 3 alternatives là, qui sont actuellement sur la table. Il y a une prise de décision qui se prend là, aujourd'hui là, par rapport à ça. Donc, ça va vraiment dépendre du profil du jeune, à savoir est-ce qu'il y a des troubles de comportement, est-ce qu'il y a un réseau, etc. Parce qu'actuellement, on a recours, dans certains cas, autant au centre de confinement des Sœurs Sainte-Famille, qui est multi-clientèle maintenant. On a aussi recours à l'offre hôtelière avec du soutien 24/7 d'intervenants. Donc, il y a différentes modalités là, qui peuvent être mises en place. Mais au niveau jeunesse, incluant tout le volet centre jeunesse, il y a une décision là, qui va être prise là, dans les 2 prochains jours là-dessus. Merci. Christian? Oui, ben en fait, je voulais remercier Mme Sanson et puis M. Lamontagne aussi, donc Charles et Isabelle, pour votre présence aujourd'hui. On va donc, évidemment, avec le temps qu'on a devant nous, passer à la présentation puis à la discussion avec le ROC de l'Estrie. Alors, on comprend qu'on aura des indications là, concernant quand même des possibilités si on a des questions plus précises. Donc, on aura des informations à divulguer au cours des prochains jours pour aiguiller les organismes. Alors, Mme Sanson, merci beaucoup. Bienvenue, puis on va essayer au moins peut-être vous faire suivre les liens qu'on a pour l'instant, puis d'ici à notre offre de service, on va vous envoyer les liens. Super, merci. Charles Lamontagne, merci énormément. Au plaisir, à bientôt. Yes, alors on va donc passer à la deuxième partie de ce Zumba. Tel que mentionné en début de rencontre, là, on va évidemment demander à ce que cette rencontre se déroule entre organismes communautaires exclusivement. Donc, pour les gens qui étaient là du réseau de la santé, organisateurs, organisatrices communautaires, merci beaucoup de votre présence. Je vais tout de suite vous présenter. Donc, Claudel, tu es bien là? Oui. Super. Alors, Claudel se passe de présentation, évidemment, mais je vais vous présenter le document qui sera utilisé pour la présentation. Et comme avec nos invités précédents, on va y aller avec la présentation. Puis si vous avez des questions, on les prendra en rafale à la toute fin. Alors, Claudel, je lance le partage d'écran. Alors, c'est parti, à toi la parole. OK, bien, peux-tu aller à la diapositive 2? OK, merci. Donc, bonjour tout le monde. Il y en a avec qui on a discuté hier. Donc, c'était un peu un complément des premiers échanges qu'on a eus hier. Donc, la demande, c'était un peu pour la CDC de Sherbrooke, c'était de discuter un peu plus des rôles de nos conseils d'administration par rapport à ce qui se passe puis à la gestion là, de nos organismes en ces temps de confinement. Donc, on en a aussi beaucoup de questions au ROC, je vous dirais, puis j'imagine Christian aussi à la CDC. Fait que
vous l'avez entendu, là, je pense que tout le monde le dit, on maintient l'idée du télétravail, on maintient autant que possible, mais on peut quand même voir des gens. Fait que là, l'objectif, c'est peut-être un petit peu de vous outiller vos CA pour les prises de décision à venir. Donc, peut-être en rappel, se rappeler que les organismes d'action communautaire et d'action communautaire autonome appartiennent d'abord à leurs membres. Donc, bien sûr, en temps de pandémie, on prend des décisions un peu plus rapidement, on consulte nos CA souvent plus rapidement, mais juste avoir en tête que d'abord et avant tout, l'organisme appartient à ses membres, que nos pratiques sont régies par le cadre de référence en matière d'action communautaire. Et puis d'ailleurs, pour les organismes financiers au PC, partie des critères de maintien et de reconnaissance au programme PSOC, c'est-à-dire que si vos pratiques sont régies par d'autres cadres que celui du cadre de référence en matière d'action communautaire, vous n'êtes pas éligible pour être admis au programme de soutien aux organismes communautaires du ministère de la Santé. Juste rappeler, c'est quoi un peu, en gros, on parle d'action collective fondée sur des valeurs de solidarité, démocratie, équité. On vise à améliorer le tissu social, les conditions de vie, le développement potentiel individuel et collectif. Bref, on a surtout, pour le CA, un mode organisationnel qui favorise une vie associative axée sur la participation citoyenne et la délibération. Donc, on comprendra que pour le moment, on est très, très loin des principes qui, normalement, devraient nous gouverner. Donc, la distanciation ne permet pas de faire de la vie associative. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce que le rôle de votre conseil d'administration? Qu'est-ce que le conseil d'administration, dans le fond, a comme rôle? Bien, c'est sûr que c'est son rôle, c'est un rôle d'employeur, mais il est d'abord et avant tout gardien de la mission. Donc, au-delà de la gestion, au-delà de tout ce qui est la vision comptable, si on veut, votre conseil d'administration, normalement, doit être gardien de votre mission. Puis votre mission, normalement, vise à l'amélioration du tissu social minimalement, puis des conditions de vie de vos membres. Son rôle, c'est aussi d'assurer la santé et la sécurité au travail, donc votre santé et votre sécurité. Alors, je sais qu'il y a des groupes qui subissent actuellement des pressions de leur conseil d'administration pour ouvrir leurs portes, mais c'est vraiment à évaluer. Le conseil d'administration, c'est sa responsabilité première. S'il n'y a pas les conditions en place pour ouvrir, ça veut dire que le conseil d'administration ne remplit pas son rôle. Vous l'avez entendu avec Isabelle tout à l'heure, il y a un paquet de protocoles à mettre en place avant d'ouvrir vos locaux. Donc aussi, le conseil d'administration devra faire la réflexion avec vous. Il faut que votre conseil d'administration prenne en compte dans sa décision la charge de travail supplémentaire que ça va vous faire au niveau des mesures sanitaires. Tantôt, on entendait peut-être la question de laver toujours là, les appareils, là, le téléphone, etc. Vous ne pouvez pas prendre votre pause en même temps. Vous ne pouvez pas être dans la cuisine si elle est trop petite et faire la file devant le micro-ondes en même temps. Il y a vraiment une réorganisation majeure. Est-ce que vous avez aussi envie de voir vos membres avec des visières? Ça, c'est une autre question. Est-ce que la visioconférence sans visière est plus chaleureuse qu'une rencontre en jaquette avec une visière? Ça aussi, c'est une question que votre conseil d'administration doit se poser. Vous n'avez actuellement pas le droit de tenir de réunions qui nécessitent des regroupements physiques. Ce que ça veut dire aussi, c'est vous rappeler que vos milieux de vie, on l'a dit tout à l'heure avec Charles, ils ne peuvent pas être ouverts. Donc, là, ce qui est permis actuellement, c'est la question de services, si on veut, individuels. Donc, ça, c'est important aussi de se rappeler ça. Vous rappelez qu'on est alternatif. On a beau être dans la liste des services dits prioritaires. Ça ne veut pas dire que dans la vie de tous les jours, on ait des services essentiels. Ce que ça veut dire, c'est que pour la question qui nous préoccupe actuellement, c'est-à-dire la COVID, les organismes qui sont nommés maintiennent une partie du filet social et c'est pour ça qu'ils ont été prioritaires. Ça fait l'affaire du gouvernement parce que le réseau, évidemment, ne pourrait pas répondre à tout ça. Et en même temps, ça fait aussi qu'on permet à la population un peu de réconfort, bon, que ce soit au niveau de l'aide alimentaire, soutien psychologique, etc. Donc, on est prioritaire.
Puis pourquoi on a été mis dans cette liste-là? C'était aussi parce qu'au départ, vous vous rappelez, quand il y a eu les mesures de confinement, elles étaient pour tous les secteurs et ça leur aurait voulu dire que les maisons pour femmes victimes de violences conjugales auraient dû fermer. Ça leur aurait voulu dire que les ressources en itinérance auraient dû fermer. Et on est conscient au gouvernement que ça n'avait pas de bon sens qu'on ferme les ressources comme ça. La première semaine, il n'y avait pas une grande liste comme maintenant on voit. Ça s'est allongé au fil du temps. Pourquoi? Parce que vraiment, il y a eu une réflexion aussi, justement, au niveau du soutien psychosocial, de l'isolement. Donc, on l'a élargi, mais on ne l'a pas élargi parce que les organismes, c'est essentiel. On l'a élargi pour permettre que collectivement, on se dote d'une structure qui permette un semblant, en tout cas, de soutien le plus possible. Donc, ça aussi, vos conseils d'administration, il faut qu'il y ait en tête que quand on parle de services essentiels, prioritaires, vous n'êtes pas et nous ne sommes pas des organismes au sens de la loi des services essentiels. Et on ne souhaite pas ça. La journée où on est là, ça voudra dire qu'on ne pourra plus décider de plein de choses, dont nos corps de travail, par exemple. Un autre rôle aussi que votre CA a, et vous aurez peut-être des questions, vous l'avez sûrement déjà vu, actuellement, l'accès au CPE se fait de façon graduelle. C'est-à-dire que les travailleurs, les travailleuses du milieu communautaire, on a beau être dans la liste prioritaire, on n'est actuellement pas priorisé nécessairement pour pouvoir retourner notre enfant dans les CPE, qui fonctionnent à 30 % pour le moment. Le déconfinement complet est prévu au 22 juin seulement. Donc, ça veut dire que pour le moment, les CPE sont ouverts aux travailleurs là, de la santé, bon, on le sait, là, ce qui était déjà avant. Et aussi, là, on vient d'ouvrir plus largement au secteur de la construction des magasins grande surface là, et de certaines manufactures qui ont le droit d'ouvrir. Mais c'est vraiment graduellement qu'on va avoir accès au CPE. Les quelques travailleurs-travailleuses du communautaire qui avaient accès au CPE en Estrie pour déjà vont pouvoir garder cet accès-là, cela dit. Ça ne veut pas dire non plus que votre CPE va vous refuser si vous appelez pour le moment, mais on n'est pas dans la priorité. Donc, s'il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Sur la question du retour volontaire à l'école, votre conseil d'administration pourrait être très rigide. Ça a été dit tantôt. Si votre CA décide que vous êtes ouvert, si vous décidez de ne pas envoyer votre enfant à l'école, parce que c'est un choix, peu importe le choix, ça vous appartient. Mais votre CA comme employeur pourrait exiger votre retour quand même au travail, à moins que votre enfant présente une condition particulière qui nécessite qu'il reste à la maison. On invite les conseils d'administration à mettre en œuvre les valeurs pour lesquelles ils sont là et pour lesquelles ils travaillent avec vos membres. On revient sur les valeurs de solidarité, démocratie. Nous, dans nos organismes, qu'est-ce qu'on fait? On travaille à améliorer les conditions de vie des gens. On est dans une approche globale. Donc, appliquer la même valeur qu'on applique à nos membres, à nos propres travailleurs, travailleuses, c'est essentiel. On invite les CA à prendre compte qu'on a vécu une grande anxiété sociale, ça continue encore. Bien sûr, comme individu, on peut avoir été plus ou moins affecté, mais ce n'est pas vrai qu'on n'est pas du tout affecté. Donc, l'autre chose qu'on invite au niveau du conseil d'administration, c'est vraiment de prendre en compte ça, de dire les gens, c'est pas vrai qu'on vient de vivre quelque chose, on a une capacité d'adaptation extraordinaire, mais là, à un moment donné, on peut-tu prendre le temps de réfléchir comme il faut et de voir comment on se déconfine éventuellement? Comme elle a dit tantôt, Isabelle, il y a tellement de mesures que ça serait un petit peu, en tout cas, je trouve que ça serait mettre beaucoup de pression sur vous de dire on réouvre là, notre milieu, etc. Je pense que ça fait pas mal le tour pour ce bout-là. Voilà. Tu peux arrêter le partage d'écran, Christiane. Super, merci beaucoup, Claudel. Il y a quand même une question par rapport à tout de suite là, à la date du 22 juin pour la levée du confinement officiel. C'est des discussions de corridor? Non, ce n'est pas la levée du confinement, c'est la levée. Les CPE doivent être ouverts à 100 % le 22 juin. Okay. Actuellement, il n'y a vraiment pas de consigne. Puis, tu sais, dans mon chapeau rock, là, on est en discussion avec le cabinet de la ministre. Puis,
pour la question de notre édition de compte puis des AGA. Mais hier soir encore, l'attaché politique de McCann disait on ne prévoit pas de déconfinement d'ici la fin mai. Là, on parle peut-être plus fin juin, puis ça pourrait même aller à la fin août. Là. Donc, la levée des mesures d'urgence complètes. Parce que vous savez, aux 2 semaines, on réitère les mesures d'urgence au niveau du gouvernement. Là, on revote la mise en place des mesures d'urgence, donc on n'est pas là encore. Super, merci. Est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres questions que vous voudriez poser ou des enjeux que vous voudriez déposer sur la table? Je sais qu'il y en a plusieurs, effectivement, dans la gang là, qui avaient déjà une rencontre hier à ce sujet-là pour plein d'affaires. Peut-être dire aussi que tout tantôt, vous avez parlé du refus de travail. Il y a eu une question là-dessus. Si les mesures ne sont pas respectées, vous pouvez déposer une plainte à la CNESST. Là. Bon, je sais qu'on n'aime pas ça, mais parce qu'en même temps, il faut quand même prendre compte de notre propre sécurité. On travaille pour les autres. Occupons-nous de nous-mêmes aussi. Soyons bienveillants envers nous-mêmes et les uns les autres. Oui. Juste une dernière chose sur la PCU, juste vous dire, là, pour que vous le sachiez, parce que j'en ai pas parlé hier, je ne parlais pas de ça du tout. Là. Si vous choisissez de ne pas envoyer votre enfant à l'école, c'est très correct. Par contre, vous n'avez plus le droit à la PCU. À moins, comme j'ai dit tout à l'heure, que votre enfant ait une condition médicale particulière. Sinon, donc, si par exemple, vous faites le choix de dire je ne retourne pas mon enfant à l'école, puis que le CA vous dit d'accord, mais donc, on va te mettre à pied temporairement. Vous n'auriez pas le droit à la PCU parce que l'école est ouverte. Fait que c'est un non-choix, finalement. C'est ça. Autre élément? Des questions plus spécifiques? Super. Écoute, Claudel, merci. Merci d'avoir fait cette petite présentation-là. L'idée étant vraiment d'avoir une espèce de mise à jour commune là, autour de cet enjeu-là. Dans les prochaines semaines, là, sur la question du Zumba, on est en attente. Là, on aimerait réaliser une série de formations qui vont justement, qui visent à appuyer ou à épauler le travail des organismes sur des questions de gestion de ressources humaines ou etc. Évidemment, la position de la CDC, c'est une position partagée en solidarité avec le mouvement communautaire. Mais s'il y a des organismes qui choisissent d'ouvrir leurs portes ou qui veulent aller de l'avant, bien, on a aussi le mandat d'accompagnement par rapport à ça. Donc, il y aura une série de trucs qu'on voudrait proposer pour s'aiguiller, s'outiller collectivement. Puis aussi penser à un des enjeux. Il y a une formation qui va être donnée mardi prochain là-dessus. Je vous reviendrai là, avec d'autres infos, mais l'enjeu que la question du télétravail, puis toute la question des outils de communication qu'on met de l'avant, c'est des éléments, ça, qui risquent d'orienter le travail des organismes pour les prochains mois, puis même probablement les prochaines années à venir. Fait que c'est quand même une réflexion qui peut s'inscrire de manière plus large que devant la situation que l'on vit en ce moment. Donc, c'est des éléments sur lesquels on souhaite apporter des réflexions. Encore une fois, il n'y a personne ici qui est porteur d'une vérité. Il y en a plusieurs de ces vérités-là, mais on tente de s'épauler, puis de s'aiguiller, puis de s'outiller le mieux possible. Christian, oui? Il y avait quand même 2 petites questions. Je propose qu'on puisse y aller. C'est pour ces 2 questions-là. Là. Il y a Ariane qui demandait, parce qu'on parlait là, que les personnes qui décideraient là, de ne pas retourner au travail, étant donné que l'enfant, qu'ils ne retournent pas les enfants, n'auront plus droit à la PCU, mais dans le contexte où la personne vivrait avec une personne qui serait à risque, est-ce qu'elle pourrait avoir droit à la PCU? Bien, j'ai répondu à Ariane tout seul dans le chat, mais je vais dire, normalement, non. En fait, non. Puis c'est ça, c'est là qu'il faut que le CA fasse preuve de souplesse, c'est-à-dire que c'est vraiment l'enfant, selon la loi stricte. Mais parce qu'il y a un enjeu, là, il y en a des adultes immunosupprimés qui ne veulent pas envoyer leur enfant parce qu'ils veulent. Mais la loi ne dit pas ça pour le moment. Parfait. Puis, je prendrais une autre question, là, puis je pense qu'elle fait écho pour beaucoup d'organisations. Est-ce qu'il va y avoir de l'information qui va descendre concernant la conduite à suivre au niveau des assemblées générales annuelles?
Ben, c'est ça, en fait, qu'on a parlé hier. Là, je le disais à plusieurs qui sont encore présents, que je vous vois. Là. Juste rappeler, on a gagné pour le PSOC la lutte. Ça va être confirmé en début de semaine. Ce qu'on a réussi à gagner, puis on est très, très heureux. Là, on l'a su hier soir à 8 heures, là, officiellement, là, vraiment officiel. C'est que, donc, la reddition de compte pour les organismes au PSOC est à remettre 4 mois après la levée des mesures d'urgence. Ce que ça veut dire, c'est qu'actuellement, on n'est pas en levée de mesures d'urgence. Comme je disais, ça peut aller à la fin juin, etc. Et ça, on va tenir compte du fait qu'on ne va pas tenir compte de l'été. Donc, si ça finit en fin juin, les mesures d'urgence, les 2 mois d'été ne seront pas comptabilisés dans le 4 mois. Donc, votre édition de compte, à ce moment-là, vous avez les 2 mois de l'été qui ne comptent pas, va être à remettre 4 mois plus tard. La même chose pour la tenue de votre AGA. Ils maintiennent qu'ils veulent qu'on la tienne, mais ils veulent qu'on la tienne de manière physique et ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on tienne nos assemblées générales de façon électronique ou par téléphone. Nous, on avait fait plein de représentations pour dire que ça, c'était tueur de vie associative pour bien des organismes. Donc, si vous voulez le faire, vous le faites, mais le MES n'obligera pas ça. Donc, dans la mesure où il y a pas possibilité de rassemblement physique, par exemple, encore. Puis, vous ne pouvez pas tenir votre assemblée générale, il n'y aura pas d'obligation, ils vont lever l'obligation. Donc, pour eux, la seule obligation qui va rester, c'est si c'est possible de la tenir physiquement de manière correcte, pas avec des plexiglas, là, puis du 2 mètres de distance, là, qu'on revienne au cours normal. Donc, ça, vous allez avoir une communication là, bientôt, on va l'envoyer à tout le monde. Pour ce qui est du SACEI, ceux qui sont en défense collective des droits, actuellement, le mot d'ordre, c'est, bien pas juste défense collective, c'est des soucis, etc. Le mot d'ordre, c'est souplesse. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas capable de rendre votre édition de compte, qu'il vous manque des documents, leur écrire et leur demander, leur donner une date là, où est-ce que vous pensez être en mesure de le remettre. Pour les groupes au ministère de la Famille, actuellement, la consigne, c'est au 30 septembre, donc nonobstant l'été. Alors, ça, je vous dis que c'est un peu triste, là. Ça, c'est mon éditorial, parce que ça veut dire que vous allez écrire des beaux rapports d'activité pendant votre été. Puis ça va être un petit peu difficile d'écrire ça puis de vous dire hey, en octobre 2019, c'était donc le fun. Bref. Donc, mais pour le moment, le ministère de la Famille maintient le 30 septembre. J'imagine qu'il pourrait y avoir de la souplesse parce que plusieurs d'entre vous, ça peut être difficile d'avoir la technicienne comptable qui viennent faire la comptabilité. Il y a des comptables qui sont juste pas ouverts. Il y a des centres communautaires fermés. Hein? Magog, le centre communautaire, il appartient à la ville, il est fermé. Le groupe n'a pas accès à ses locaux. Mais donc, pour dire que pour le moment, le ministère de la Famille, c'est au 30 septembre. Merci, Claudel. Il y avait aussi la question des audits et de la vérification financière. Je ne sais pas si tu peux parler de ça. Ben, vous avez vu au SACEI, peut-être du monde, ils l'ont vu passer. Ça a été augmenté à 150 000 $ pour l'audit. Mais par contre, au niveau du PSOC, c'est pas encore, il n'y a aucune consigne, on reste encore à 100 000. Mais je vous dirais que compte tenu de l'information hier, le SACEI hier a dit on demande un audit seulement à 150 000 $ au lieu de 100. Peut-être attendre avant. Si vous êtes limite, là, c'est sûr que si vous avez 200 000, ça ne changera rien. Mais si vous avez 120 000, 110 000, attendez peut-être un peu parce que ça se pourrait que le MES emboîte le pas. On n'a pas encore de consigne. Donc, mais pour le moment, ça n'a pas bougé, sauf au SACEI. Merci. D'autres éléments? Est-ce que, Mylène Bérubé, est-ce que ça va pour les questions sur le chat? Oui, ben je pense que on a pas mal répondu aux questions qui étaient d'ordre général. On voit qu'il y a beaucoup de préoccupations quand même très spécifiques là, à des situations dans les organisations. Puis on espère là, qu'il y aura de l'information qui va sortir prochainement pour avoir toutes les réponses. Mais pour les groupes qui sont au PSOC, on l'a dit, on leur a dit, écrivez-nous, hein, roquestrie@commercialrecrestrie.org. On n'a jamais fait autant de défense individuelle de groupe que maintenant. On va continuer à en faire, on est là, fait que donc n'hésitez pas. Pour les autres, je suis désolée, c'est pas mon rôle d'interlocuteur. On a des infos qu'on peut vous donner, mais on ne pourra pas nécessairement faire le même travail. Mais pour les groupes au PSOC, n'hésitez pas à nous écrire. Là. Yes. Super, merci. Merci, Claudel. Donc, le mardi prochain, à 10h30, il y a une petite formation sur les outils techno à utiliser. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est moins bon?
Alors, pour celles et ceux qui voudront, les liens vont circuler par les mêmes voies que normal. Et jeudi prochain, le Zumba qui aura lieu porte un peu sur l'anxiété au travail, l'anxiété chez nos travailleurs, travailleuses, comment on peut se soutenir dans les organismes communautaires. C'est la femme, normalement, qui devrait être porteur de cette formation-là. Donc, à l'interne, on vit quand même des stress là, avec toute cette histoire-là. Comment on fait pour s'aider? Donc, c'est notre rendez-vous de jeudi prochain. 10h30, les liens vont être envoyés via vos différentes CDC, via le ROC probablement, mais aussi via une infolettre Entraide et Action qui est disponible à Sherbrooke. Alors là-dessus, merci beaucoup de votre présence. On se dit à très bientôt. La présentation sera sur le site Internet de la CDC de Sherbrooke très rapidement. Alors, pour faire circuler. À bientôt tout le monde. Merci beaucoup. Bravo pour votre travail. Merci.